Parce que je ne vais pas prendre un bain, que je vais changer le sort de la planète. Et on sait très bien que ceux aujourd'hui qui polluent le plus sont les grandes entreprises du CAC 40. Tous les gens, les boomers qui m'expliquent, qui disent « Oui, non, mais attends, c'est bon, la génération, les choses sont en train de changer. » Je leur dis « Mais allez vous faire voir, vous avez encore 30 ans d'espérance de vie. Si vous, au cours de votre vie, là, vous n'arrivez pas à changer, ce sera mort. » On peut dire ok au tri, mais jusqu'où ça doit aller? Est-ce que ça doit aller jusque dans le lit des individus? Moi j'ai jamais entendu ça. J'entends beaucoup de gens qui disent « Je ne veux pas avoir d'enfants ». Certains disent « Parce que ça pollue ». D'autres disent « Parce que j'ai pas envie de faire naître un enfant dans ce monde dont je ne sais pas ce qu'il va advenir ». Alors je vais justement... Sauver la planète. Alors c'est l'objectif du moment, tout le monde en parle, tout le monde cherche les solutions et il y en a une parmi toutes celles qui sont sur la table qui fait particulièrement réagir. En effet, les chercheurs nous disent qu'il faudrait peut-être réfléchir à avoir moins d'enfants pour sauver la planète. En d'autres termes, que la démographie, la population du monde n'arrête pas d'augmenter d'année en année, que la démographie pourrait être néfaste au respect de l'environnement. Alors c'est pas une idée toute nouvelle en réalité, puisque dès les années 90, vous avez notamment l'ONU qui émet cette hypothèse. Le Fonds des Nations Unies pour la population estime que la Terre était au bord du gouffre et que la baisse de la croissance démographique était l'une des solutions pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Alors la question a refait surface depuis, notamment en 2017, quand vous avez une étude publiée dans une revue très prestigieuse, la revue l'Environmental Research Letters, pardonnez-moi pour cet accent anglais catastrophique, qui donc propose un certain nombre de gestes qui finiraient par sauver le climat. Alors vous en avez des tout petits, ça peut être par exemple changer ses ampoules pour avoir des ampoules basse consommation, abandonner le lave-linge, recycler ses déchets évidemment, faire sa lessive à l'eau froide, pourquoi pas. Et puis vous avez ensuite 5 grands gestes qui sont proposés qui, eux, auraient un impact déterminant. Parmi eux, vous auriez le fait d'adopter un régime végétarien. Il y aurait peut-être déjà des choses à redire, mais admettons, se fournir en électricité verte, c'est-à-dire la décarbonation de la production d'énergie, éviter de prendre l'avion, notamment éviter les vols long courriers, transatlantiques, etc. Et surtout, donc, faire un enfant en moins. Alors évidemment, cette étude a fait réagir, puis on voit que l'image en elle-même est déjà très surprenante, puisque un enfant en moins, chaque famille se demandait presque s'il fallait sacrifier le petit cadet de la lignée. Alors évidemment, on n'en est pas encore là, tout le monde en France et dans les pays développés a le droit d'avoir autant d'enfants qu'il veut, mais on imagine déjà, en tous les cas ça fait partie du débat d'idées, de mettre en place peut-être des incitations à avoir un petit peu moins d'enfants pour que le monde que nous transmettrons aux générations futures soit dans un état plus correct et plus préservé. Alors évidemment, cette question suppose d'associer à chaque enfant une certaine quantité, notamment de rejets carboniques, et l'étude en question dont on parle en 2017 estimait de façon extrêmement exubérante qu'un enfant par foyer, ça pouvait représenter jusqu'à 60 tonnes de rejets de CO2 par an. En fait, si on arrivait à ce chiffre, c'est parce que l'on avait essayé de calculer l'ensemble des émissions de carbone de l'enfant en question, mais de tous les enfants qu'il allait ensuite engendrer. Ce qui est déjà très difficile, puisque par définition, on peut imaginer que ça peut tendre vers l'infini. Il y a d'autres intellectuels, d'autres chercheurs qui ont voulu faire ces calculs et qui arrivent à des résultats beaucoup plus raisonnables. C'est le cas en particulier de l'ingénieur Emmanuel Pont, qui a écrit l'an dernier aux éditions Payot un livre justement intitulé autour de cette question « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» et qui estime, lui, que le coût environnemental d'un enfant supplémentaire, c'est environ 1 tonne de CO2 par an, c'est-à-dire 60 fois moins. Quoi qu'il en soit, nous allons en débattre, nous allons voir si la démographie est aujourd'hui le principal moteur du réchauffement climatique. Si c'est le cas, quelles solutions envisager? Quelle est finalement la conséquence éthique, peut-être même anthropologique de ce débat? Et nous allons en parler avec Azlise Lecor, bonjour, et Maxime de Rostolan. Alors Maxime, vous êtes bien connu dans le milieu écologiste, vous êtes un militant écologiste de longue date. À la base, vous êtes diplômé de biochimie. Vous avez fondé quelques entreprises, des associations surtout, on en connaît plusieurs. Vous avez fondé les Fermes d'Avenir, vous avez fondé la Cellcoupe. Et puis vous êtes engagé donc pour la biodiversité et le climat, à tel point je crois que vous avez participé aux États généraux de l'alimentation, ce qui ne vous a pas empêché ensuite à plusieurs reprises de critiquer la ligne tenue par Emmanuel Macron en matière de transition écologique. Alors vous avez écrit aussi plusieurs livres sur le sujet, j'en cite un en particulier, le dernier je crois, qui date de 2020. Vous avez publié En avant, l'optimisme pour Cap aux éditions Michel Lafon, c'est cela ? Tout à fait. Et alors, je ne crois pas vous faire offense aussi si je dirais que vous positionnez comme un écologiste, non pas contre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans des combats contre ceci ou cela, mais un écologiste pour, et votre but, si je comprends bien, comme militant écologiste, c'est de mettre des solutions sur la table. Tout à fait.
Eh bien, nous sommes ravis de vous recevoir, Maxime. Et en face de vous, donc, Azlise Lecor. Azlise, on va pas faire semblant, on se connaît très bien, parce qu'on est collègues au Figaro. Vous êtes formé au CFPJ, donc l'école de journalisme, mais au préalable, vous avez fait des études de philosophie. Et puis, vous êtes passé aussi par une revue d'écologie intégrale, la revue Limite, dont le dernier numéro est paru il y a quelques mois. Le dernier tout court, hein, puisqu'il n'y en aura pas d'autres. C'est une aventure qui s'est terminée et dont vous avez été l'une des passagères. Aujourd'hui, vous êtes journaliste au service débat et opinion du Figaro. Vous êtes chroniqueuse aussi dans des émissions de télévision. Et alors, je suis obligé de le dire, si avoir un enfant est un crime écocidaire, vous êtes une récidiviste. Alors, promis, on ne vous dénoncera pas à Interpol, mais vous êtes vous-même mère de famille, de même que Maxime, vous êtes aussi, je crois, père de 2 enfants chacun. Et donc, vous êtes aussi écologiste. Vous prônez notamment une philosophie de l'écologie qui s'appuie justement sur une anthropologie, sur un respect de l'homme tel qu'il est. Et vous êtes à la fois sur une ligne qui vise donc à finalement mettre le vivant et la planète au service de l'homme, sans donc asservir l'homme aux caprices de la planète. Et vous essayez de tenir cette ligne. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Alors, je vous remercie. Maintenant, la parole est à vous. Je voudrais vous entendre. Et alors, en particulier, pour commencer cette émission, puisque justement, j'ai la chance de recevoir un père et une mère de famille, j'aimerais comprendre un peu mieux, et je vais vous demander peut-être de rentrer dans une forme de témoignage ce soir. J'aimerais comprendre un peu mieux comment est-ce qu'il existe peut-être un lien intime entre la vie familiale et l'écologie. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que dans vos familles respectives, vous avez le sentiment que le foyer, la famille, peut être l'un des premiers lieux d'apprentissage de l'écologie? Maxime, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors ça m'inspire pas mal de choses. Je vais juste revenir du coup sur deux, trois choses. Sauver la planète, elle va s'en sortir. Il n'y a pas de problème. On voit comment ça se passe après des catastrophes, après Tchernobyl. La vie, la nature reprend ses droits. J'ai été un petit peu interpellé par une phrase que vous avez dite au sujet de Azlise, c'est sur mettre la planète au service de l'homme. C'est bien ça, on est... Au service de l'homme. Si vraiment on rentre tout de suite dans cette question, la planète doit... j'aime pas le terme planète d'ailleurs, c'est vraiment la Terre, parce qu'on habite la Terre, on n'habite pas une planète, ce qui me paraît assez absurde en termes de terminologie. De fait, l'homme a toujours aménagé les espaces. Il y a eu une rupture, son environnement j'entends, il y a eu une rupture avec la technique moderne. La technique moderne n'était pas simplement une manière pour l'homme, si vous voulez, de lutter contre des catastrophes climatiques, etc., qui lui arrivaient sur le coin du nez. Il a aménagé son espace de cette façon. Avec la technique moderne, voilà, il a asservi et mis à son service entièrement des ressources naturelles qui sont aujourd'hui en partie épuisées. Donc, et si vous voulez, moi je fais une hiérarchie, je considère que l'homme doit rester en haut de cette hiérarchie, mais doit continuer à respecter l'ensemble on pourrait dire, de la création. D'accord. Je reviens juste après sur la question sur la cellule familiale. Cette précision n'était pas anodine, mais ça m'interpelle et je veux juste essayer de remettre un truc souvent quand on essaie de remettre les choses en perspective. Moi, quand j'ai commencé à être écologiste, on me parlait de peak oil. Vous voyez cette courbe de Gauss qui définit la quantité de pétrole qu'on consomme chaque année. Et en fait, ça reste une gaussienne, donc c'est quelque chose qui commence au XVIIIe siècle et qui finira au XXIe siècle. Et en fait, on ne sait pas vraiment prendre de recul par rapport à ça. Et si on dézoome un tout petit peu sur l'échelle du vivant, sur l'échelle des temps géologiques notamment, c'est très compliqué d'imaginer. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années, donc on ne sait pas ce que c'est 1 milliard. Si 1 million de secondes, c'est 11 jours, 1 milliard de secondes, c'est 35 ans. C'est juste pour imaginer que c'est hors de l'entendement. Si jamais 1 kilomètre, c'est 1 milliard d'années, alors la Terre, elle a 4,5 kilomètres d'existence. C'est pas beaucoup plus clair pour moi après cette explication. Je le refais juste après. Non mais, donc, la Terre, elle a 4,5 kilomètres d'existence, et l'Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans. Donc à cette échelle, l'Homo sapiens est apparu il y a 20 cm. Donc juste la Terre, c'est l'arc de triomphe, l'arche de la Défense. Là, ça me parle mieux. Et l'Homo sapiens est apparu il y a 20 cm. Donc on a le pied écrasé contre ça. Donc en fait, pour moi, l'homme est un oiseau de passage sur cette planète et j'aimerais beaucoup qu'il perdure et qu'il reste aussi longtemps que possible. Juste, on a découvert le pétrole il y a 0,15 mm. 0,15 mm, même pas 1 mm. Donc cette gaussienne dont on nous parle et on se dit... Et en fait, aujourd'hui, notre société, vous parliez de rupture, cette société qui a fait sa rupture au moment où on a découvert en fait, les techniques modernes et donc l'extraction et donc les énergies fossiles,
ça aura duré 0,3 mm. Si on finit la gaussienne, ça aura duré 0,3 mm. Moi, ma question, et mon enjeu, mon combat, c'est de trouver les manières que notre société peut avoir de vivre sans pétrole pour se nourrir, se déplacer, se divertir, communiquer, se soigner, etc. Aujourd'hui, on vit sur cette gaussienne, sur cette ressource, et ma crainte, c'est que dans 0,2 mm, il n'y ait plus d'humains sur cette planète parce que on aurait été trop loin. Voilà, c'est juste pour remettre ça et pour rappeler que la planète, l'homme, finalement, elle a vécu pendant 4,5 km sans être humain. On est là depuis 20 cm, essayons de rester encore quelques mètres, quoi. Et donc voilà. Alors maintenant, pour revenir à la question de la cellule familiale, bien sûr, parce que la famille, c'est un cocon dans lequel il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. On n'a pas avec des amis, avec des collègues, avec les mêmes relations qu'on peut avoir au sein de sa famille. Alors moi, il se trouve que j'ai un enfant, mon aîné est très handicapé, il ne parle pas, mais Iris, qui, elle, adore lire et est très intéressée, évidemment, cette assertion selon laquelle la nouvelle génération est plus concernée, oui, moi je le sens, je ne parlais pas avec mes parents de ces choses-là, alors que Iris, à 9 ans, elle est déjà en plein dans le sujet et elle sait ce qu'est l'effet de serre, etc. Elle fait déjà partie de cette génération climat. Tout à fait, ouais, je pense. Et évidemment, souvent on se dit, oui, mais les générations futures sont en train de faire bouger les choses parce que pour eux c'est plus important, parce que finalement, la génération des 30 glorieuses, ils ont déjà poussé leur cri, quoi. Ils ont déjà fait leur temps et dans quelques milliardème de millimètres, ils seront plus là. Et donc, c'est vraiment cette génération qui s'inquiète de son propre futur. Et je trouve effectivement qu'il y a que c'est fécond, quoi. On peut effectivement parler de ça au sein de la famille. En tout cas, c'est mon cas. Je ne sais pas si c'est le vôtre aussi, mais oui, bien sûr. Et quel bonheur pour un parent que de pouvoir trouver un écho, une résonance dans les enfants et de se dire... tout n'est pas perdu parce qu'il y a de la fraîcheur, parce qu'ils n'ont pas les peurs qu'on a, ils n'ont pas les... Ce ne sont pas des échos anxieux, pour reprendre un mot. Alors, à 9 ans, elle ne l'est pas. Je ne sais pas ce qu'elle sera à 18, mais en tout cas, oui, pour répondre à cette première question, je pense que la famille est un écosystème précieux dans lequel on peut parler de sujets qui ne sont pas toujours faciles et qui permettent de réfléchir à tout ça, quoi, au système dans lequel on vit. Azli, c'est ce que vous faites aussi ? Alors moi, ils sont tout petits. Mais en fait, l'écologie, c'est un terme qu'on emploie aujourd'hui. Mais quand mes parents m'ont appris à être... les simples bases éducatives, à être poli, à respecter... les objets, les autres, ceux qui étaient autour de moi. En fait, on appelait ça simplement de la politesse, c'est pas de l'écologie. Donc on me disait, ne laisse pas couler l'eau, quand tu mets du savon, mettre tes déchets à la poubelle et puis la bonne, parce que c'était déjà rentré à l'époque, je suis pas très vieille, mais dans les mentalités de trier le plastique du reste. Donc l'écologie, elle commence... Cela dit, on m'a d'abord appris à couper l'eau parce que c'était du gaspillage et qu'il fallait faire des économies parce que l'eau, ça coûte. L'électricité, d'ailleurs, c'est pareil, etc. La notion n'est pas tout à fait la même quand on ferme le robinet parce qu'on se dit, oui, mais là, en période de sécheresse, on ne sait pas si on a encore de l'eau courante. Oui, mais je pense qu'il y a une idée qui est à la base de l'écologie aussi, c'est simplement le respect pour les choses qui nous entourent, qui sont pas illimitées par définition. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Et du savoir-vivre. Du savoir-vivre, tout simplement. Mais ça commence par là, ça commence au sein du foyer. Et puis, c'est quelque chose, une fois qu'on sait se comporter avec son frère, sa sœur, ses parents, qu'on saura faire avec ses copains à l'école, et puis ensuite, quand on devient un citoyen au sein de la cité. Sur cette notion-là, quand même, évidemment, il y a des notions de bon sens, et le gaspillage insulte l'intelligence humaine, clairement, ou insulte sa sensibilité humaine. On est à une période où il va falloir aller plus loin quand même. C'est-à-dire que c'est bien d'être poli, c'est bien d'avoir des bonnes manières. Là, il va falloir régénérer nos écosystèmes qui sont... On a perdu 60% des animaux sauvages en 40 ans, on a perdu 80% des insectes, il a fait 55 degrés pendant 2 semaines d'affilée au Pakistan l'année dernière. Donc là, il va falloir passer à l'étape suivante. Oui. Elle est préalable et c'est un ferment. Mais la question, est-ce que le matin, je vais dire à mon fils, pense
Voilà, à la condition aujourd'hui de plein de personnes qui sont dans des situations bien plus critiques que la tienne, certes. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais je n'ai pas commencé justement à créer une éco-anxiété qui est une maladie contemporaine et qui touche particulièrement, si vous voulez, l'occidental qui se repent de sa condition privilégiée. Je suis pas sûr que ce soit la définition de cette maladie. L'éco-anxiété, pour moi, c'est... On parle quand même, pour l'instant, d'un trouble qui est observé par certains psychologues, mais qu'on prend avec des pincettes et qui n'est pas encore défini comme une pathologie. Que la maladie, ou en tout cas que ce symptôme soit observable chez plein de personnes, il n'y a aucun problème. J'en suis témoin tous les jours. Il ne me semble pas que ce soit le fait d'occidentaux qui se flagellent en disant ma condition. Il me semble que c'est surtout des ingénieurs. Hein, moi, en tout cas, ceux que je côtoie sont des gens qui ont fait des études notamment sur des chiffres et qui essayent d'objectiver ce qui est en train de se passer et qui, lucides sur les courbes, pendant la pandémie, on a appris à lire collectivement des courbes. On a compris qu'une courbe, quand elle faisait comme ça, en fait, elle n'allait pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Elle allait suivre sa courbe. Et en fait, quand on regarde les courbes, et d'ailleurs les courbes du rapport des limites, le rapport Meadows, les limites de la croissance en 72, ils avaient imaginé ce que ça pourrait être sur les 5 ou 7 décennies qui allaient venir. Ils se sont fait rembarrer comme pas possible par Nixon à l'époque. Le rapport a été exhumé en 2010 pour voir à quel point ils avaient pu se planter dans leurs prévisions. Ils ne se sont pas plantés. C'est-à-dire que, et la suite des courbes, ça va quand même être une déplétion de plein de choses. Une déplétion des ressources, une déplétion de la population, une déplétion de l'énergie, une déplétion de l'alimentation disponible. Et en gros, il me semble juste qu'effectivement, on ne va pas demander aux Africains, aux Chinois, de commencer, alors qu'ils sont juste en train de sortir la tête, mais pas beaucoup, enfin pas tous d'ailleurs, hein. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout en train de sortir la tête, mais de l'eau, on ne va pas leur demander de s'emparer de cette question des problèmes de la planète, surtout qu'ils n'en sont absolument pas responsables. Hein. C'est les 10% des plus riches qui émettent 50% des gaz à effet de serre, donc c'est bien nous, entre guillemets, qui avons provoqué ça. On ne va pas leur demander de s'en emparer. En revanche, il ne faut pas... moquer ce mal ou cette maladie en disant bon, c'est un truc de petits blancs privilégiés, etc. Il me semble que c'est aussi, très concrètement, il y a le GIEC qui dit on a 3 ans pour changer radicalement nos modes de vie. Si on ne change pas, dans 50 ans, c'est plié. En fait, la question de fond qui se pose par rapport à l'éducation et à nos enfants, donc, c'est est-ce qu'ils sont eux-mêmes responsables de ça ? Est-ce que leur mode de vie peut avoir un impact sur l'avenir, sur le changement climatique. Et s'il est important, à mon avis, et là je pense qu'on sera d'accord, non seulement de créer une conscience écologique, mais aussi de permettre de vivre finalement cette question en son sein, de l'éprouver dans sa chair, de se dire là ce que je fais a peut-être un impact plus grand que moi. Là-dessus, je suis d'accord. Mais il faut aussi, en revanche, avoir en tête que ce n'est pas parce que je ne vais pas prendre un bain que je vais changer le sort de la planète. Et on sait très bien que ceux aujourd'hui qui polluent le plus, et on y reviendra certainement dans le débat, ce sont les grandes entreprises du CAC 40. Alors, c'est intéressant. Juste, j'aimerais préciser une chose aussi, parce que vous avez dit quelque chose à un moment, Maxime. Vous dites finalement c'est les plus riches qui polluent le plus. Alors, il y a une question quand même, parce que c'est encore pas complètement précise. Est-ce que vous avez en tête l'idée que ce sont les pays les plus riches qui polluent, ou est-ce que ce sont les riches des pays riches qui polluent ? C'est une question qui est intéressante, parce que si je prends par exemple les militants d'attaque, etc., rapport sur rapport, ce qu'ils essayent de dire en gros, c'est qu'effectivement, ce sont les vraiment très riches, mais les personnes, cette fois-ci, par leur mode de vie, par leur choix de consommation, qui polluent. Ce qui est une question qui peut quand même être débattue également, parce que finalement, on se demande si on n'est pas dans un monde où ce sont les structures elles-mêmes, la façon dont sont organisés les flux, les transports de marchandises, etc., qui, au global, créent la situation dans laquelle on est. Alors, là, il y a des courbes. 1% des plus riches au niveau mondial, ils émettent 15% des gaz à effet de serre. Oui, alors c'est une courbe qui est, encore une fois, à prendre encore avec un peu des pincettes, parce que par exemple, quand on regarde ça, le calcul qui a été fait, si vous prenez en tout cas shift de attaque, c'est qu'en incluant dans la richesse de ces personnes-là le capital de toutes les entreprises qui possèdent, parce qu'on parle de gens qui ont des actions dans les entreprises, finalement, en fait, le calcul inclut toutes les émissions de carbone dont sont responsables les entreprises qui possèdent. Donc c'est considéré qu'au fond, ces quelques personnes-là sont responsables. Par exemple, je prends le groupe Mulliez, qu'aujourd'hui une des plus grandes fortunes de France, c'est M. Mulliez. Toutes les émissions de carbone commises par les magasins Auchan, Decathlon, etc., seraient imputées à un seul homme, alors qu'on est tous consommateurs de produits Decathlon ou Auchan. Je vais juste terminer. Donc 1%, 15%, 10%, les 10% des plus riches au niveau mondial émettent
50%, et les 20% des plus riches émettent 70%. Donc là-dedans, on est sûr que les clients du groupe Muliez font partie des 10% des plus riches, puisqu'en fait, pour faire partie de ce percentile-là, il faut être à $38 000 par an. D'accord, donc on y est. Oui, donc la France, des 10%. classes moyennes, effectivement. Donc en gros, malgré tout, on peut quand même considérer que les modes de vie des plus riches, ceux qui sont à 12 tonnes en gros, nous sommes à 12 tonnes, on est entre 10 et 12 tonnes. Effectivement... 12 tonnes de CO2 par an qui sont rejetées par notre mode de vie. Alors qu'il faudrait essayer de viser les 2 tonnes. D'accord ? Donc ce sujet... 2 tonnes, c'est le chiffre qui rend soutenable l'avenir de la population consommée. Qui nous permet de encore viser la fenêtre de plus 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, globalement, il y a quand même un gros sujet sur nos modes de vie à nous. Et effectivement, les pays les plus pauvres sont ni responsables de la situation et de l'état des courbes, mais ni... je voulais faire un ni-ni, mais en fait, je ne vais pas faire ni-ni. Ils ne sont pas responsables. En revanche, ils sont les premiers à en pâtir, puisque Jakarta a été déménagé, puisque 55 degrés au Pakistan, parce que tout ça. Donc, moi, j'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser, et surtout pas dans des pays que je ne connais pas et sur lesquels j'ai aucune prise. Ce que je sais simplement, c'est que notre mode de vie aujourd'hui en France, avec chacun sa bagnole, chacun son truc, etc., n'est pas soutenable et qu'il va falloir le changer. Et je ne suis pas sûr que la politesse seule permette de résoudre cette situation. Alors j'en viens du coup au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que si on suit vos calculs, pour vous, une personne, c'est 12 tonnes de CO2 par an. Donc 2 personnes, c'est 24, et 3 personnes, c'est 36, etc. Donc ça nous amène à la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et compte tenu du fait que c'est pour l'instant extrêmement difficile de réduire l'impact de son mode de vie, ne serait-ce que parce que dans des démocraties, les gens sont libres et qu'ils sont bien finalement à même de choisir eux-mêmes leur propre choix de consommation, eh bien, dans ce contexte-là, vous en arrivez donc à un certain idéal qui existe dans la sphère écologiste, que l'on entend à longueur de vidéos combinées et de témoignages de ces personnes qui disent « je me suis fait ligaturer les trompes, vasectomiser parce que je ne veux pas avoir d'enfants, parce que je ne veux pas contribuer au réchauffement climatique et aux émissions carbone à venir ». Et donc ça devient finalement presque une injonction morale. Pour sauver la planète, il faudrait restreindre le nombre d'enfants, en particulier dans nos pays, dont vous venez de préciser, qui sont justement ceux où le mode de vie est le plus polluant. Et c'est un débat qui vous interpelle, Aziz, je le sais. Et est-ce que vous comprenez finalement cette logique qui est finalement au-delà même, on a parlé de courbes gaussiennes, on a utilisé des calculs scientifiques, mais là on est au-delà même quasiment de la science, c'est finalement de la raison pure, c'est-à-dire que on peut tout à fait comprendre qu'on multiplie le nombre d'émissions de carbone par individu et que par conséquent, si les émissions de carbone c'est quelque chose qu'il faut limiter, il faut limiter la population, c'est aussi simple que cela. Là je me sens... vraiment submergée par les chiffres, quoi. Enfin, moi, je suis littéraire en plus, donc ça me parle pas du tout. J'ai l'impression que là, le débat, il devient quantitatif, alors qu'il devrait être qualitatif, c'est-à-dire sur la question, en effet, de nos modes de vie, vous l'avez abordé. Et quand j'entends l'étude que vous avez citée au début, en introduction, elle dit... Ne me forcez pas à redire le titre de la revue en anglais. Non, et moi aussi, je vais éviter de le faire. Mais elle dit qu'un enfant en moins, ce serait donc 58 tonnes. 60 tonnes, en moins. Donc là, on se dit, en effet, vous l'avez soulevé, est-ce qu'il faut faire un enfant moins par rapport à combien ? Est-ce qu'il faudrait tuer le petit dernier ? Bon, j'exagère évidemment, je suis provocatrice, mais voilà, est-ce qu'il faudrait exterminer aussi ceux qui sont déjà là et qui sont déjà trop, parce qu'on est déjà trop. On sait que le fameux jour de dépassement, si le calcul, encore une fois, est bon, c'est en juillet. Hein, donc, en fait, on est déjà donc trop nombreux par rapport à juillet, le jour de dépassement. Non, bien sûr, en fait, c'est pas qu'on est... Et donc, voilà, moi, je pense que le débat ne doit pas... Enfin, les scientifiques, on peut leur donner, évidemment, le droit et le devoir de questionner les chiffres. Mais en revanche, nous, dans le débat politique, il me semble qu'il faut axer la question sur nos modes de vie et sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses pour vivre différemment. Oui, parce que vous disiez, puisque le jour du dépassement est juillet, ça veut dire qu'on est trop nombreux. Non, en fait, les émissions... Ce que je disais, c'est que si on en suit déjà les chiffres, nous sommes déjà trop nombreux par rapport à nos modes de vie, puisqu'on épuise les ressources également. En fait, la quantité d'émissions, c'est le nombre de gens multiplié, je suis désolé, c'est encore une formule, mais multiplié par les émissions moyennes. Et donc, quand on veut réduire cette quantité, soit on réduit le nombre de gens, soit on réduit les émissions moyennes. Donc le dépassement, quand vous dites
le dépassement est en juillet, ça veut dire qu'on est trop nombreux. Moi, je dis non. Le dépassement est en juillet, ça veut dire que nos émissions moyennes par habitant sont trop importantes. Oui, c'est pour ça que je dis. C'est exact, mais on est d'accord. On est sur deux jambes, en fait. Oui, c'est pour ça que beaucoup d'écologistes défendent à la fois le changement de mode de vie et en même temps la réduction de la natalité. Alors, il se trouve que je suis écologiste et que je connais des gens qui ne veulent pas, à titre individuel et à titre personnel, avoir d'enfants. Je connais pas. C'est pas un mouvement pour vous qui est très prégnant dans la galaxie. J'ai jamais vu de personnes qui en avaient fait leur combat. C'est important de le dire parce que c'est vrai que ça a un écho médiatique aujourd'hui qui est important. Bien sûr. Mais je pense que comme vous travaillez sur le sujet, vous en avez peut-être rencontré et je serais curieux de les rencontrer un jour parce que voilà. Mais toujours est-il que vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit, moi je suis littéraire et là je suis étouffé par les chiffres. Ce que disent beaucoup de gens et pas seulement Azilis, qu'on est largué quand on lit un rapport du GIEC. Il se trouve qu'il y a beaucoup de lois qui régissent notre société, il y a des lois morales, il y a des lois juridiques, et il y a des lois assez incroyables qui s'appellent les lois de la thermodynamique. Et en gros, je suis désolé, mais quand on est ingénieur, on sait exactement pourquoi la Terre a des conditions de vie, des conditions qui permettent la vie, et Mars pas. Et en fait, il se trouve qu'à un moment ou l'autre, il faut malgré tout, puisqu'en fait, le débat, vous dites, il ne devrait pas être quantitatif, il devrait être philosophique presque, ou qualitatif. Le débat, il est extrêmement quantitatif. On a une quantité de carbone dans l'atmosphère qui provoque un effet de serre. C'est un effet physique. C'est très, très, très bien documenté. Et à partir du moment où on passe 450 ppm, parties par million de particules de carbone dans l'atmosphère, eh bien, en fait, la température s'emballe. Donc, malgré tout, on ne peut pas juste écarter ce côté quantitatif. Et donc, moi, j'essayais juste de remettre ça et de dire, et juste je termine, par rapport au fait d'avoir des enfants ou pas. Et dire, effectivement, moi, si j'ai un enfant, il va faire 10 tonnes par an pendant 60 ans. Et donc, du coup, non, il ne faut pas, parce que ça veut dire, s'il a une espérance de vie de 60 ans, ça va faire 600 tonnes. Donc, non, je ne veux pas. Mais en fait, ça, c'est une connerie. Parce que le GIEC, il nous laisse combien de temps pour changer? Si dans 10 ans, c'est pas résolu cette histoire, mais pour de vrai, si dans 10 ans, on n'a pas réussi à réduire la quantité moyenne d'émissions par habitant, c'est plié. Et donc, c'est pas la génération à venir qui va changer les choses, c'est la génération actuelle, mais bien sûr. Ceux qui sont déjà nés. Moi, tous les gens, les boomers qui m'expliquent, qui disent « Oui, non, mais attends, c'est bon, la génération, les choses sont en train de changer. » Je leur dis « Mais allez vous faire voir, vous avez encore 30 ans d'espérance de vie. Si vous... Au cours de votre vie, là, vous n'arrivez pas à changer, et Dieu sait ce que c'est compliqué de faire changer quelqu'un qui a 60 ans, on a tous des parents, ce sera mort. Donc, moi, il y a urgence. Enfin, genre, le secrétaire général de l'ONU, qui n'est pas connu pour être un activiste du climat ou pour être un altermondialiste anticapitaliste, il dit on a 3 ans, c'est une question de survie de notre civilisation, c'est tout. Et il y a beaucoup de civilisations qui se sont éteintes. En fait, il y a deux choses. Sur cette question-là, évidemment, je ne nie pas du tout les conclusions des scientifiques. Je ne veux pas du tout rentrer dans un climato-scepticisme, absolument pas. Et je pense même qu'il est très important de regarder quel est leur travail et leurs conclusions. En revanche, on pourrait prendre un exemple qui ne touche pas directement au climat, qui touche à la crise sanitaire. On a vu pendant la crise sanitaire, sur les questions de l'évolution, de la propagation du virus, etc., on s'en remettait aux scientifiques sur leurs connaissances, l'évolution de leurs connaissances. À un moment donné, sur les plateaux de télévision, la parole scientifique s'est transformée et certains ont donné des prescriptions politiques et ont commenté cette politique sanitaire en disant ce qu'il faudrait faire en étant parfois très alarmiste. Et on peut dire qu'il en va de même finalement pour la question du climat. Est-ce que il faut donner une parole politique aux scientifiques ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt laisser les scientifiques se rapprocher des politiques pour permettre ensuite de développer la meilleure politique. La question, c'est de savoir si les chiffres sont le débat ou s'ils informent, au fond, le débat. Je suis d'accord avec vous. Et en fait, sur une question comme la pandémie, avec un work in progress perpétuel, où vraiment les avis des scientifiques divergeaient, on n'avait pas un consensus. Là, je suis désolé, on a ce qu'on appelle un consensus scientifique qui dit... pas on est trop nombreux, qui dit on émet globalement trop de gaz à effet de serre. Et donc, comme la formule elle est simple, c'est nombre d'individus fois la quantité moyenne d'émissions, on peut baisser l'un, baisser l'autre, on peut baisser les deux si on veut, mais en tout cas, il faut baisser le produit des deux. Et donc, du coup,
quelles sont les conclusions? Si certains disent, bon, bah alors moi, si jamais je fais pas d'enfant, ça va permettre de baisser, ils n'ont pas compris les ordres de grandeur. Donc c'est pas une démarche individuelle de dire, moi, si j'ai pas d'enfant, ça va changer quelque chose. C'est pas vrai. Ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on baisse de manière collective ce fameux 10 tonnes qu'on a en France, qui est 1,5 tonne ou un peu moins d'1,5 tonne en Inde, et qui est 4 tonnes en Chine. Comment est-ce qu'on fait pour le baisser? Et là, c'est effectivement, une fois que les politiques sont informés de ces chiffres, c'est à eux, effectivement. Pour moi, c'est le vrai levier, il est politique. Le jour où les politiques décident, non pas d'interdire de faire des enfants, mais décident de dire, bon, bah, en fait, à l'école, on va manger beaucoup moins de viande, sur l'autoroute, ça va être 110 km/h, etc. C'est très concrètement des baisses directes des émissions de gaz à effet de serre, et c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de convaincre les quelques gens qui vont se laisser embrigader en disant « Ouais, t'as raison, moi aussi, je vais pas faire d'enfants, et tiens, ça va changer le monde ». Non, c'est pas vrai. Et là-dessus, je pense qu'il faut quand même se méfier, parce qu'on est au début, alors peut-être que je me trompe et j'espère, mais d'un mouvement idéologique qui, moi, m'inquiète. En effet, beaucoup de médias plutôt engagés politiquement, assez progressistes, mettent en avant deux types de personnes en réalité, qui décident de ne pas faire d'enfants. Les premiers, ce sont les no kids. Donc ceux qui, j'ai découvert ce terme en préparant ce débat. J'avais jamais entendu avant. Parce que vous n'êtes peut-être pas sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être inondée par ça. Alors peut-être que mon algorithme est biaisé. Peut-être que ça, Facebook alors, veut me dire quelque chose. Peut-être que Facebook veut me dire quelque chose. Non. Mais non, je pense sincèrement que c'est une véritable question. Donc les premiers, les no kids, considèrent que il ne faut pas faire d'enfants pour ne pas polluer. Et donc, ils reprennent cette étude qui est sortie. Et puis, il y a les deuxièmes qui ne prennent pas l'argument écologique en compte, qui s'appellent plutôt les child-free, et considèrent que il faut s'émanciper de la maternité. Ce sont deux camps différents, mais ils se rejoignent, à mon avis, dans leurs origines, qui vient d'un féminisme des années 60-70 à la Beauvoir, qui considérait que la maternité était une aliénation. Ouais. Et donc la femme doit s'émanciper de finalement son rapport charnel à son corps, etc. Et sa possibilité de devenir mère, parce qu'elle empêcherait les femmes de travailler, de s'émanciper du foyer, etc. Alors que, comme on l'a dit au début, le foyer est peut-être le premier lieu de l'éducation écologique. Mais vous parlez du début d'un mouvement idéologique, donc qui aurait deux factions. Il y en a une qui date des années 60, donc du coup, il a quand même pas percé ce truc-là. Hein. Enfin, moi, j'ai pas l'histoire de l'émancipation de la femme. On va dire que la natalité soit particulièrement forte en France non plus, Maxime. Oui, mais après, on n'est pas non plus en train de perdre de la population chaque année. Si, parce que l'indice de fécondité est passé en dessous de 2, et en plus de ça, on se rend compte, ça c'est très intéressant, c'est une question aussi qui est débattue un peu en ce moment sur les retraites, on se rend compte que les femmes ont moins d'enfants que ce qu'elles souhaiteraient. Mais une question bon, vous dites qu'on est au début d'un mouvement idéologique, moi je vous dis qu'on est aux 3/4, 4/5 d'une crise, quand on regarde les courbes à nouveau, d'une crise qui va très mal se finir, et que le laps de temps là dont on parle se compte en quelques années, peut-être dizaines, mais voilà, et que ce mouvement idéologique que vous craignez, dont vous craignez les effets, au final, je suis prêt à parier, à vous mettre ma main, qu'il n'y aura absolument aucune incidence réelle, visible, sur le taux de fécondité global de la France, avec ce mouvement dont moi je n'avais jamais entendu parler avant, et pourtant je suis dans les milieux écolos. Vraiment, je vous jure que c'est vrai, j'avais jamais entendu une kids avant. Peut-être pour une raison qui mérite aussi d'être discutée, c'est la question au fond de est-ce que des choix qui relèvent de l'intime, en particulier comme celui d'avoir ou non des enfants, dont on sait que ce sont des choix très complexes, qui incluent énormément de dimensions, qui incluent aussi même la confiance que l'on a dans l'avenir. Bien sûr. Et est-ce que au fond ces choix-là, on est capable un jour de les faire pour des raisons idéologiques? Est-ce qu'on fait des enfants pour sauver la planète, ou est-ce qu'on arrête d'en faire pour sauver la planète, ou pour ceci ou pour ça? Au fond, est-ce que c'est des choix qui peuvent rentrer dans une telle discussion ou pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je constate chez les gens qui déclarent ne pas vouloir avoir d'enfants, parce qu'on ne sait jamais, mais exactement. Ceux qui déclarent ne pas vouloir avoir d'enfants, c'est parce que, objectivement, l'avenir est sombre.
l'avenir est très sombre. Les nouvelles sont terribles chaque jour. Il n'y a pas de perspective d'amélioration et il n'y a aucun politique qui nous présente une vision. En tout cas, moi, je me retrouve... Il n'y a aucun politique qui me fait rêver d'un avenir meilleur. Et donc, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je dirais, j'avoue que je dirais... Bon, je sais pas, là. Je sais pas si j'ai envie de faire naître. C'est là où je suis pas d'accord. C'est qu'à la fois, en fait, c'est des questions qui sont toujours posées. Le mal a toujours été présent. C'est Obélix en Hispanie, déjà. Oula, ma mère, pourquoi m'as-tu fait ça? Quel malheur d'être né. Oui, non, mais exactement. En fait, sûr, et quelque part, ça, on pourrait croire qu'un enfant est quelqu'un... Alors, par contre, moi, je ne culpabilise pas ceux qui ne veulent pas d'enfants. Il n'y a pas de problème à ça. Mais par contre, ceux qui viennent tenir un discours... Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que quand... il y a beaucoup de vidéos sur ces médias, dont Combini en fait partie, où des jeunes femmes et des jeunes hommes disent qu'ils ont eu recours à une stérilisation définitive, à une ligature des trompes ou une vasectomie, et en font, si vous voulez, un étendard. Et le vendent comme quelque chose d'important parce qu'ils ont fait 1 ou 2 enfants seulement et ils n'iront pas plus loin. C'est formidable, les algos Facebook. Hein. Moi, je suis Combini, mais je les ai jamais vus, ça. Mais ça pose une vraie question sur le fond, finalement. Est-ce que... parce que, c'est, à mon avis, c'est vraiment le cœur du débat écologique, et ça va au-delà de la question des enfants. Ça va, si vous voulez, c'est quelle est la place du politique? Est-ce qu'il doit aller dire à chacun ce qu'on doit faire chez nous? Donc on peut dire OK au tri, mais jusqu'où ça doit aller? Est-ce que ça doit aller jusque dans le lit des individus? Et la question, par exemple, qu'on peut prendre pour exemple, celle de la nouvelle des zones, critères. Vous savez, il faut avoir une voiture... Zone à faible émission de carbone. Absolument. Si vous êtes à 5, vous ne pouvez plus rentrer dans les centres-villes. Et donc, mais ça vous paraît totalement liberticide? Si vous voulez, en fait, ça crée une sorte d'apartheid social parce qu'on sait que ce sont les plus pauvres qui vont en pâtir. Donc on ne peut pas ils font du covoiturage depuis toujours. Simplement décréter, si vous voulez, d'en haut, des politiques qui sont violentes pour une partie de la population et qui continuent d'opposer des camps. Et donc il y aurait ceux qui seraient, si vous voulez, qui pourraient renoncer à prendre l'avion une fois de temps en temps parce qu'ils ont les moyens de se payer des voyages à l'autre bout du monde. Et puis ceux qui, par contre, au quotidien, ne pourraient même plus aller au travail quand ils travaillent dans centre-ville de grandes agglomérations avec leur voiture. Il faut peut-être penser les politiques différemment. Politique écologiste différemment pour ne pas opposer les gens. Là où est la question intéressante, c'est qu'effectivement, on peut comprendre tout à fait que le mode de vie familial, les familles nombreuses en particulier, nécessairement contraignent les gens à avoir un mode de vie qui est peut-être moins dans les clous par rapport à ce qui est prôné en termes de réduction des émissions carbone. Effectivement, on ne prend pas les transports en commun quand on a plusieurs enfants, etc., et que c'est galère. Je vois d'autres exemples en tête. Vous avez des communes en Europe qui commencent par exemple à faire payer les ménages au prorata des ordures ménagères. Bon, si vous avez plus d'enfants, vous avez plus d'ordures ménagères, vous pouvez utiliser un volume plus grand. C'est ramener le nombre de personnes au foyer. Pas toujours. Et sur la question des transports publics, justement, on peut penser une grande politique de transport public. Ce serait génial. Là, c'est une vraie politique écologiste. Et là, écologique même. Le RER pour tous. Mais on est hyper d'accord sur le fait que les politiques, elles devraient être mises en place, donc déjà dans une perspective d'amélioration des conditions de vie sur Terre, et aussi sans opposer les gens. Le jour où on a dit, bon, il n'y a pas de problème pour le kérosène des avions, par contre, à la pompe, vous allez prendre 20%, les gens, ils se sont retrouvés dans la rue, on dit, attends, pourquoi? Attends, là, les gars, ils prennent leur Ryanair pour aller à l'autre bout du monde. Donc là, ça, c'est une politique qui oppose les gens, et on voit ce que ça a donné. Ça s'est retrouvé sur les ronds-points. Sur le critère, je vois pas le problème. Sur le critère, ils agissent à la fois sur le nombre de gens et sur le truc par personne. Si jamais on est 5 personnes dans 5 voitures, donc 5 fois une personne dans une voiture, on est donc une personne par voiture qui émet 2 tonnes, enfin qui émet je sais pas combien, on va dire, la voiture elle émet c'est 2,7 kilos, bon, désolé pour le chiffre, mais 5 fois une personne dans 5 voitures, ou 5 personnes dans une même voiture, en fait on réduit justement l'impact global et c'est justement ça qu'on demande. Et il se trouve que ceux qui n'ont pas de voiture, les plus pauvres, ils sont habitués à prendre les transports en commun. C'est effectivement pour mes copains d'enfance, je sais pas où, quand j'ai grandi à Paris, etc., qui n'ont pas du tout de problème d'argent, qui sont toujours habitués à aller dans leur grosse bagnole, toujours plus grosse, tout seuls, pour aller faire leurs courses, pour aller faire 3 courses. Ouais, moi j'ai pas de problème de dire aux gens, mais en fait, désolé, maintenant, dans la ville, comme 1, il y a un problème d'émissions de gaz à effet de serre, 2, il y a un problème de particules fines, et donc du coup de problème de pollution de l'air, etc., on peut pas. Et moi, j'ai un truc très, très important, j'aimerais juste appuyer dessus, c'est
on parle souvent de liberté. Et je comprends, on dit, mais attends, on va pas... Et évidemment, on en lit des gens. Mais l'histoire de dire aux gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, mais la liberté, en fait, vous voyez, liberté, égalité, fraternité. Il y a un truc rigolo. C'est que l'égalité, ça se définit comment ? Égalité par rapport à l'autre. Il faut être deux pour définir un truc d'égalité. Fraternité, on a besoin d'être deux. La liberté, elle ne peut pas se définir sur une base individuelle. Je suis désolé, à l'heure où on vit en société, où on partage une maison commune, que même le pape a réussi à appeler comme ça, la liberté, elle dépend de ce que les décisions qu'on peut prendre aussi impactent sur la liberté des uns, comment s'arrête celle des autres, etc. Et donc, du coup, je ne suis pas d'accord, moi, pour dire à Bernard Arnault, t'inquiète, il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton jet autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Ben non, en fait, parce que ça n'est pas... ça ne permet pas de continuer à vivre sur Terre de manière harmonieuse avec le vivant, avec la nature. Et donc, du coup, il y a des choses qu'il faut faire. Et la liberté, parce qu'on pourrait dire, mais moi, je suis libre, j'ai une bagnole qui va à 280 compteurs ou à 260 compteurs, je veux aller à 250. Ben non, en fait. Parce que... Ça, je suis d'accord. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est la question de la responsabilité. Ouais. Quelle est notre responsabilité ? Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Après, il y a l'ordre, en fait, du déploiement de ces politiques écologiques. Et peut-être aurait-il fallu penser avant un réseau de transport en commun dans l'ensemble des villes françaises pour ensuite mettre une politique drastique qui empêcherait les véhicules les plus polluants de ne pas entrer en centre-ville. Ouais. C'est ça que je dis. Ouais. Donc vous dites en anticipation. C'est ça, enfin dire prévoir et donc planifier. Bah oui. Ouais, super, mais bien sûr, mais je suis d'accord. Et peut-être ensuite, pour aller plus loin, la question aussi de l'échelle, parce que l'échelle nationale, on sait que finalement, ce n'est pas suffisant pour agir. Ah mais alors là, si vous avez la formule pour faire un gouvernement mondial, dites-moi, parce que ça fait des années qu'on essaie. C'est pas moi qui propose ça, et je proposerai pas ça non plus. Je suis pas pour un gouvernement mondial, mais François Gémen, qui est membre du GIEC, dit quelque chose. Il pose un constat. Il dit moi, de base, je suis anticapitaliste, mais j'ai compris que c'était finalement me battre contre des moulins à vent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le système actuel ? Eh bien, peut-être que les entreprises qui sont aujourd'hui les plus polluantes, mais qui sont aussi regardées par les consommateurs, peuvent apporter des solutions au niveau mondial. Ah ouais, mais évidemment. Non, mais attendez. En fait, tout le monde doit être mis à contribution. Les entreprises, les individus, les États, voilà, et les organisations au sens large. Moi, j'ai pas de... non, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Écoutez, de toute façon, il nous reste quelques minutes. Voilà. On va bientôt arriver là au terme de notre conversation. En tous les cas, ce que je comprends, c'est qu'aucun de vous deux autour de la table est prêt à proposer une politique de l'enfant unique comme en Chine il y a encore quelques années pour dire maintenant la démographie ça suffit, on arrête là, voire on réduit la population à marche forcée. Non, mais moi j'ai jamais entendu ça. J'entends beaucoup de gens qui disent je ne veux pas avoir d'enfants. Certains disent parce que ça pollue, d'autres disent parce que j'ai pas envie de faire naître un enfant dans ce monde dont je ne sais pas ce qu'il va advenir. Alors je vais justement vous poser une dernière question là-dessus, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus justement. Parce que depuis tout à l'heure, et le propos liminaire que vous avez tenu, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, Maxime, sur justement rappeler que de toute façon, la question, c'est pas la question de la survie de la planète, c'est la question de la survie de l'humanité sur la planète, sur la Terre, pardon, faut pas dire la planète. La façon dont vous avez représenté le débat était passionnante, parce que vous avez remis l'homme au centre. Et de fait, l'écologie, ça a toujours été, et c'est encore, le souci des générations futures, c'est-à-dire de dire par justice à l'égard de ces générations-là et des petits-enfants de nos petits-enfants, nous devons transmettre un monde vivable, dans lequel il y a encore suffisamment de ressources pour mener une vie harmonieuse et heureuse. Et donc je me demande en quoi est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction de fait, si vous voulez, entre le fait d'être un militant écologiste, donc je comprends, et vous dites par exemple, c'est très vrai chez les ingénieurs, chez ceux qui ont peut-être une bonne connaissance des chiffres dont on parle, donc je comprends que parmi ces militants, il y en a qui sont très inquiets, parce qu'ils ont l'impression que ça va très mal et qu'on ne prend de toute façon pas les bonnes solutions et que ça va aller encore plus mal demain. Ils ont compris que ça va très mal. Ils ont compris que ça va très mal. Mais donc que ces personnes-là qui, au nom d'une certaine anxiété ou au nom d'une forme de... lucidité. Oui, mais ça, c'est pas forcément incompatible. En tous les cas, si vous voulez, au nom de la perception qu'ils ont de leur vie aujourd'hui sur Terre, se disent, eh bien, je ne veux pas faire le tort à un éventuel futur enfant de le placer dans ce monde-là. Mais ça veut dire que finalement, vous avez des personnes qui, au nom d'un combat qui est mené au nom des générations futures, se ferment justement à l'arrivée de ces générations futures. C'est là que je me demande s'il n'y a pas une contradiction dans les termes. Au fond, est-ce que être écologiste, c'est pas de toute façon commencer par faire des enfants pour ensuite essayer de leur transmettre un monde qui soit vivable ?
Non, moi je peux pas du tout comprendre la manière dont vous arrivez vous à cette conclusion. Eh ben, j'arrive pas du tout. En fait, encore une fois, je vous rappelle ce paradoxe. Comment est-ce que l'écologie, qui est le souci des générations futures, peut se passer des générations futures? Mais non, mais les générations futures, je ne suis pas les générations futures. Mes enfants ne sont pas les générations futures. Ah bah si. Mais non, les enfants, non, mais les générations futures, elles se passent de moi. Je veux dire, on est 7 milliards et quelques sur cette planète. Il y a des générations futures, que je fasse des enfants ou pas. L'avion, il s'envole, que je sois dedans ou pas. Si moi je décide de pas prendre l'avion, donc il y a des combats. Moi je décide, j'ai plus pris l'avion depuis 10 ans. C'est une conviction, c'est un combat. Enfin pour moi, en tout cas c'est une cohérence parce que je dis je ne veux pas moi polluer, faire 15 000 bornes comme si j'étais dans une voiture tout seul en une demi-journée. Enfin c'est ça l'avion. Il faut juste dire que quand vous prenez l'avion et que vous faites 15 000 bornes, c'est comme si vous aviez fait 15 000 bornes avec votre voiture. Donc mais en quelques heures vous avez fait 10 fois le plein juste pour vous. Donc l'avion il part quoi qu'il arrive. Et en fait, là, pareil, les générations futures, elles sont là quoi qu'il arrive. Justement, si vous prenez pas l'avion, c'est pour espérer qu'un jour l'avion ne décolle plus. Moi, j'ai un enfant, j'ai des enfants. Pardon ? Si vous prenez pas l'avion, c'est pour espérer qu'un jour, justement, c'est pour espérer qu'un ces gestes individuels, l'avion ne décolle plus. Mais non, c'est pour espérer qu'un jour, il y ait des avions de manière raisonnable et en termes quantitative, en adéquation avec ce que la planète peut encaisser pour faire repousser ce truc du dépassement. Moi, j'aimerais bien reprendre l'avion. Je suis très j'ai hâte, j'espère que le monde va arriver à se raisonner et qu'on me dira, bon ben voilà, soit on trouve des avions propres et donc on a attendu le temps qu'il faut pour pas foncer tête baissée dans une fausse solution qui va montrer des effets rebonds derrière. Et voilà. Juste, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'était sur la planification. Quand à l'échelle du temps à nouveau, on se souvient bien quand elle a commencé à embêter tout le monde, la maire de Paris, dire non mais attends, elle aurait pu installer d'abord le truc, le machin, pourquoi elle fait pas les travaux avant de faire chier les bagnoles, etc. Au final, ça a duré quelques années. C'était chiant. Franchement, c'était chiant. Aujourd'hui, c'est là. Comme les villes qui disent non, nous on va y aller petit à petit, elles n'en sont pas au même point. Donc quelque part, il y a des moments où il faut prendre le taureau par les cornes et dire là, il y a urgence, et c'est pas nous qui le disons, et c'est pas ma sensibilité, c'est pas moi la perception que j'ai de ce qu'est le monde. C'est les scientifiques, je suis désolé. C'est 4000 scientifiques qui sont là et qui ont un consensus. Il n'y a plus personne qui ose dire qu'il se plante. Et ils nous disent un truc très clair, ils nous disent dans les 10 ans, il faut changer. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer ? On change de toutes les manières qu'il faut. Et clairement, dans ce laps de temps de 10 ans, savoir si tu as un enfant ou si tu n'en as pas, franchement, ça ne changera pas grand-chose. Aziz, le mot de la fin vous revient. Alors, Maxime n'a pas voulu complètement comprendre ma question. Je vous la repose quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un lien intime entre la transmission, le passage de relais entre les générations et l'écologie ? Oui, alors d'abord, juste, je voulais rebondir à ce qu'a dit Maxime, je suis désolée. Il nous reste quelques minutes. En fait, je me sens éco-anxieuse, là, ça y est. Je suis éco-anxieuse à la fin de ce débat parce que vous avez cité énormément de chiffres, vous avez un discours empressé, si vous voulez, et je comprends votre urgence parce qu'elle existe, mais il y a, à mon avis, dans ce discours, deux possibilités. Soit, à la fin, on est convaincu et on devient peut-être un militant écolo qui se dit « no kids », ou alors... et qui ne prend plus l'avion, voilà. Et donc on est dans si vous voulez, un concours du plus vertueux. Mise en conformité de sa vie personnelle. Voilà, il n'y a pas de concours. Moi, je ne suis pas en train de vous demander si vous prenez l'avion, si vous mangez de l'avion, etc. Je vous dis juste, moi, en connaissance, j'ai décidé d'être cohérent et de pas dépasser ce que j'ai compris être mon quota. Si vous voulez, en insistant sur ces notions-là, on risque forcément de déboucher finalement sur un concours du plus vertueux. C'est une évidence selon moi. Mais en n'étant pas vertueux, on risque forcément de déboucher sur 55 degrés l'été. Et ce sera terrible, c'est tout. Mais on sait que ça ne dépend pas de nos simples gestes individuels. C'est là où je veux en venir. Sur la question maintenant de Paul, alors vous avez demandé si finalement la question de la génération, c'est ça, a été au cœur de l'écologie. Moi, j'en suis intimement persuadée. Je pense qu'en fait, engendrer, procréer, c'est imiter la nature. C'est continuer la vie. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui s'appelle Antionas, et qui a, alors même qu'il était assez sensible aux arguments malthusiens de la limitation des naissances, a basé sa notion de responsabilité sur cette notion de génération future et de ceux qui nous succèdent. Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien. On fait ça pour ceux qui viennent et ceux qu'on ne connaît pas encore, finalement.
Et la responsabilité qu'on a à l'égard de ce qui est proche de nous, de ce qui peut périr, on l'a parce qu'on souhaite que cela se continue. Et ça commence par notre progéniture. Je pense que quand on voit notre petit enfant qui vient de naître et qui, si vous voulez, a besoin de nous pour se nourrir, on est là à écouter sa respiration auprès du berceau pour être sûr que tout aille bien, et bien finalement, c'est notre premier geste écologique, c'est notre première volonté de perpétuer la vie. Et ça commence peut-être par cette découverte de la parentalité qui est, à mon avis, une épiphanie pour beaucoup de gens. Je ne dis pas que ça doit l'être pour tous. Et ensuite, ça nous permet de nous tourner et de redécouvrir peut-être aussi notre environnement plus largement. Bon, écoutez, on va finir sur, en tous les cas, cette belle conclusion d'Azilis, cette philosophie, au fond, écologique fondée sur l'observation et l'harmonie intime avec le vivant. On vous a pas mis d'accord sur tout, mais quand même sur l'essentiel, c'est que ce que je vous ai entendu dire, en tous les cas, l'un comme l'autre, c'est qu'aujourd'hui, le plus urgent, si on veut effectivement faire en sorte qu'on dépasse un double décimètre sur la distance entre l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris et l'Arche de la Défense, eh bien, si on veut donc dépasser, que l'humanité dépasse un double centimètre sur cette longue promenade, il faut changer nos modes de vie et que ça se passe maintenant. C'est pas la responsabilité de nos enfants demain et que aujourd'hui c'est pas le déclin démographique qui vous semble être la première solution. Que ce discours soit ou non prégnant, alors je sais que vous avez visiblement pas tout à fait le même algorithme sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas la même perception de la présence de ce discours au sein du débat public. L'avenir le dira peut-être, en tous les cas c'est quelque chose qui existe, ça c'est une certitude. On espère y avoir un petit peu contribué en vous entendant ce soir. Et quoi qu'il en soit, on vous a donc entendu sur cette urgence, et c'est peut-être le mot de la fin, avant de remettre en question ses propres enfants ou de demander si les enfants de ses enfants seront les coupables demain de l'écocide. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par voir déjà la poutre qu'il y a dans notre œil avant de voir la paille qu'il y a dans ceux de nos enfants? Est-ce que ça vous semble bien comme conclusion? Moi, ça me va. Ça vous va? On est d'accord. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Azilis, merci beaucoup Maxime, pour ce débat passionnant. Tous ceux qui nous ont écoutés, vous pouvez donc le retrouver évidemment sur la chaîne YouTube des Bernardins. N'hésitez pas à liker le contenu, à le partager le plus largement autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à abonner vos enfants et vos petits-enfants après eux. Et vous savez très bien que maintenant c'est un rendez-vous que l'on va avoir régulièrement et on continuera d'avoir bien sûr d'autres intervenants sur cette même chaîne, au même endroit, pour débattre bien des autres thèmes d'actualité contemporain. Merci pour votre écoute et à très vite sur cette chaîne des Bernardins. Et hop, coupé. Ça va ?